les gars. Compté à 2 doyens. Et en termes de comparaison, amiral, doyen, ce qu'on avait fait, la conclusion était qu'en termes de comparaison complète, Saturne était bien plus efficace en tant que combattant. Offensivement, il est meilleur. Quand l'amiral frappe, il n'y a pas de gros dégâts à l'empereur et au commandant. Tandis que Saturne, le doyen, les force à esquiver. De plus, il faut comprendre une chose importante que l'auteur a mis en avant. Une seule boule de poison de Saturne a fait exploser les corps de 3 doyens. 3 doyens ont littéralement explosé, Oki compris. Donc oui, dans les faits, en termes d'offensive, ça n'a littéralement rien à voir. Saturne est un véritable démon. Là où Kizaru utilise surtout des stratagèmes à cause de son niveau offensif qui est limité. Sans Ok, donc là je reviens sur ce qu'il dit, parce que effectivement déjà, au niveau de la puissance, ça a été avéré, ça a été validé, la puissance de Saturne est colossale, ça je suis archi d'accord avec lui. Ensuite, la manière dont il a de parler du poison de Saturne, moi je le vois pas comme ça. Moi je l'ai pas lu comme ça en tout cas. Dans le chapitre, j'avais vraiment l'impression que Luffy disait ouais c'est que du poison, tu vois. Et au final quand il reçoit les gouttes de poison qui les renvoie, il se rend compte que c'était pas juste du poison et c'était du poison explosif, tu vois. Pour moi justement, j'avais l'impression que c'était carrément un pouvoir supplémentaire. Parce qu'en vrai les explosions, c'est pas lié au... Enfin, c'est pas quelque chose de représentatif du poison, tu vois. Le poison, jamais on a vu un poison capable de faire ça. Ou peut-être, mais faut me prévenir. Faut me prévenir qui fait ce genre de poison. S'il y a une plante ou un animal qui est capable de se faire ça, là, les gars, faut me tenir au courant parce que j'ai jamais vu ça, gros. Même une petite explosion ou quelque chose comme ça, tu vois. Même le dragon de Komodo, là, le Varan, même lui qui a un des poisons les plus hardcore, ne fait pas ça. Même il y a une pieuvre aussi qui a un poison des plus hardcore du monde. Pareil, il n'y a pas de. Il n'y a pas de côté explosion, tu vois. Surtout que là, c'est explosion au niveau de la matière, c'est-à-dire ça fait vraiment exploser. Donc pour moi, il n'y a pas de lien direct entre le poison et les explosions. Je pense que c'est plutôt soit couplé à un autre pouvoir qu'on comprend pas encore ou qu'on n'a pas encore les informations par rapport à ça, ou soit c'est quelque chose qui nous dépasse encore et qu'on n'a vraiment aucune information dessus. Donc ça pourrait être une utilisation de fruits du démon, ou ça pourrait être carrément une utilisation de démons, comme on avait théorisé sur le fait qu'ils pourraient être des démons. Et on a aussi une potentielle chance que ce soit, euh, je dirais, un pouvoir lié aux infusions de fruits. On a vu par exemple qu'ils faisaient des expériences sur les fruits du démon, et je pense que potentiellement grâce à ces expériences, ils ont réussi à acquérir des pouvoirs supplémentaires. Donc à voir, mais je pense que c'est ça. Ensuite, il y a Théo qui nous dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 5 doyens ont déjà été blessés vu leurs cicatrices qui sont sur leur corps. Ça, c'est une certitude. C'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a moyen de les battre. Ça, de toute façon, je l'ai jamais contredit parce que c'est d'une logique pure et dure. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il va falloir les battre à la fin. Et Oda s'était déjà exprimé là-dessus. Il avait déjà dit que lui, il détestait l'immortalité. Pour lui, l'immortalité, ça n'existe pas dans le manga. Ce qui existe, par contre, c'est un système de régénération, une immortalité peut-être sur l'âge, genre que quelqu'un puisse vivre longtemps, mais l'immortalité pure et dure, et le fait qu'il n'y a aucun moyen de tuer une personne, n'existe pas. Donc ça, c'est une certitude. Après, on peut supposer qu'ils ont été blessés avant d'avoir le pouvoir de régénération. Ça, c'est une possibilité. Mais même s'ils ont été blessés avant d'avoir le pouvoir de régénération, ça change rien du tout parce que il y a un moyen de les battre. Comme on vous l'a dit, Oda l'a déjà dit. Il y a moyen de les battre et ça va se faire. Ça va se faire parce qu'il faut bien terminer le manga un jour et ça va passer par ça. Donc, comment, je ne sais pas encore. Je doute que ce soit grâce au granit marin. Je doute. Parce que ce serait un peu... c'est pas de la triche, mais tu vois, c'est un peu la kryptonite et tout. C'est cool, mais bon... fait chier, tu vois. C'est pas un truc de héros de faire ça, genre un truc de mec badass, tu vois. C'est un truc... t'es un peu déçu à la fin. T'as un petit goût amer en mode, ah ouais, il y aurait pas le granit marin, on l'aurait jamais battu, tu vois. Donc non, il y a bien et bien un moyen. Mais là, pour l'instant, le moyen est... Enfin, pour l'instant, tout ce que les gens ont essayé contre eux est inefficace, pardon. Donc on continue les gars. J'ai dit à Luffy, son capitaine, d'esquiver les coups de Saturne. Le côté régénération l'avantage beaucoup, et il a d'autres facultés.
immobilisation, technique d'œil. Il est donc complet, et quand Luffy les a frappés tous les deux, seul Saturne est revenu. Saturne représente parfaitement les doyens, et maintenant, Luffy est devant deux d'entre eux. Mais il y a une limite en termes de temps, une limite réglée avec de la nourriture. Mais, est-ce qu'il pourra revenir indéfiniment? En réalité, il peut perdre sa forme à tout moment, et ça peut très bien être définitif. En tout cas pour l'arc. Si ça arrive, on aura un déséquilibre total, car un Yonko, c'est la plus grande force de frappe, de loin. Si on retire la plus grande force de frappe, alors on ne pourra plus gagner. Ce qui amène à une question. Est-ce que le but est réellement de gagner avec des combats? Le but intra-manga, c'est de partir. Les Mugiwara ne cherchent pas forcément l'affrontement, mais le message doit être diffusé totalement. On devrait donc avoir des combats jusqu'à la diffusion totale. Puis il faudrait partir sans forcément gagner au niveau des combats. Que Luffy perde sa forme ou pas, ce qui importe réellement c'est de tenir pour partir. Et si le nouveau but est de gagner avec des combats, et qu'on ait envie de gagner ou pas avec des combats, les Mugiwara pourront compter sur d'autres éléments, le Titan et les Séraphins. Celui qu'on aurait tendance à oublier dans l'arc, c'est le... Ok, donc là j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'il dit, parce que comme je vous l'ai déjà dit les gars, depuis le début de l'arc, de toute façon je vous l'ai dit, hein, en gros la mission ça a toujours été la mission de Luffy, ça a toujours été de sauver Vegapunk, malheureusement il a échoué, et de s'enfuir avec Vegapunk à l'extérieur de l'île, tu vois. Donc ça c'est une certitude, ça c'est une certitude. Dès le début du manga, enfin dès le début de l'arc, on en a parlé longuement, et c'était la mission. Par contre, on a vu que la mission de Vegapunk, elle a échoué, malheureusement. Enfin, la mission de sauver Vegapunk, elle a échoué. Donc potentiellement que la mission de fuir pourrait aussi échouer, ce qui m'étonnerait grandement, parce que ça ferait que tirer l'arc en longueur, ce que je pense Oda ne veut pas. Et ensuite, ça c'était pour le côté fuite. Je pense vraiment, ça c'est vraiment la ligne de conduite depuis le début de l'arc. Je savais que Saturne n'allait pas faire de... Enfin, même Saturne ou Luffy 1v1 pour la fin de Saturne, c'était impossible pour moi. Et pareil pour le reste des Gorosei, c'est encore moins possible pour moi maintenant. Et ce serait pour moi illogique dans le sens où ça ferait perdre trop de temps. Et on n'est pas à la fin. S'il y a un doyen tombe maintenant, les forces du monde sont déséquilibrées. Et pour que la fin du manga se déroule correctement, je pense que toutes les forces doivent être présentes, tu vois, autant alliées que ennemies. Donc ça, c'est une première chose. Donc la deuxième chose, c'est que il a parlé... je sais pas ce qu'il a dit. Le Titan et les Séraphins. Il a parlé d'un truc important. Et si le nouveau but est de gagner avec des combats, et qu'on ait envie de gagner ou pas avec des combats, les Mugiwara pourront compter sur d'autres éléments. Le Titan et les... Pour les combats, moi, comme je vous ai dit, je pense pas du tout. Je pense pas du tout qu'on va aller sur des combats. Après, ce qu'il a dit, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est par rapport au message de Vegapunk. Il a dit qu'il faut absolument que le message de Vegapunk soit délivré avant, avant la fin, quoi. Enfin, avant de partir, avant de s'enfuir. Ça, je suis d'accord. Et en même temps, je doute que toutes les informations vont être données pour une raison simple, parce que Oda adore les cliffhangers, il en fait tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde depuis plus de 20 ans le manga. Donc pour moi, honnêtement, je pense sincèrement que One Piece, là, au stade où ça en est, on va pas avoir la fin du message. Pourquoi? Parce qu'il reste encore Elbaf. C'est-à-dire qu'à Elbaf, tout ce qu'on n'aura pas appris dans le message, on pourra aller le découvrir à Elbaf. On sait qu'il y a Aguardi Saoro, on sait qu'il y a même des personnes qui étudient les livres et tout, les livres de la connaissance et tout, les livres d'Ohara. Donc potentiellement qu'on pourra avoir une partie du message, une grande partie, mais que la fin on l'aurait pas, et que du coup il y aurait que les Mugiwara, pardon, qui seraient au courant de la fin du message, mais pas le monde entier. Et ça pourrait être ouf. Ça permettrait que le monde entier connaisse tous les enjeux un petit peu euh, qui sont présents, mais qui ne connaissent pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc ils resteraient dans le flou, ils auraient pardon, moins d'informations que les Mugiwara, et les Mugiwara découvriraient en même temps que les lecteurs la fin de l'histoire. Tu vois. Pour moi, c'est plus dans cette optique-là que je le vois. Et par contre, effectivement, les combats vont continuer tant que le message tourne. Cependant, on l'a très bien vu, et ça concorde avec ce que je vous avais dit il y a 2-3 chapitres, c'est que je vous avais dit que en fait, pour moi, le seul moyen pour que les Mugiwara puissent s'enfuir, c'est que les doyens soient occupés par quelque chose d'autre. Et là, on se dirige directement vers ça. C'est-à-dire que pour moi, il y avait trop de doyens éparpillés,
il y avait trop de Mugiwara éparpillés, et à chaque endroit où il y avait des Mugiwara, il y avait des doyens, donc c'était compliqué de ouf. Et là, on a vu que les doyens ont découvert où se trouvait le diffus escargophone, ce qui est parfait pour entamer la, la petite partie où justement on va passer à la fuite tout simplement pour transiter vers la fuite et partir de l'île. Donc qu'est-ce qui va se passer selon moi dans les prochains chapitres grossièrement? Pour moi c'est simple. Le diffus escargophone on a trouvé. Le message continue, on apprend énormément d'informations. Tous les doyens, ou peut-être qu'un doyen va être très très proche, donc va s'occuper du robot géant et de Vegapunk, et du coup, ils vont essayer de l'arrêter d'une certaine manière. Sauf qu'au final, ils vont pas réussir parce que, enfin, la personne, le doyen qui sera là-bas sur place va pas réussir et entre guillemets va demander l'aide de tous les doyens. Et ils vont tous s'y mettre pour aller attaquer l'usine et en même temps le robot géant pour pouvoir arrêter euh, le, le message de Vegapunk, tu vois. Pour moi, c'est ça la logique. Et du coup, ça laisserait le temps de quitter l'île. C'est-à-dire que là, on a vu ceci. Elle a désactivé le dôme, ou elle va le faire, je me rappelle même plus. Ça, c'est une certitude, c'est fait, donc tout a été réglé. On a vu les discussions, la tristesse des membres, etc. Et d'ailleurs, pour moi, il y a même une chance qu'elle puisse partir avec le bateau des Mugiwara ou celui des géants, un des deux. Donc une fois que ça, on a compris que ça allait potentiellement se passer, on comprend aussi que les nuages, Pythagore, je crois, c'est lui, qui a créé Pythagore, justement, les nuages qu'a créé Pythagore, ils vont servir à emmener le bateau le plus proche possible de la berge, enfin de la berge, de la côte, pour pouvoir sauter directement dans l'eau avec un coup de burst. Donc ça aussi, je pense que ça va être assez facile, enfin c'est assez facile à voir et que ça va être assez facile à mettre en place. Donc là, pour le groupe qui est sur l'île, en plus Zoro et Jinbei, on les a vus arriver, donc ils sont en train d'arriver vers le bateau. Donc là, c'est bon, ouais, tous les moyens là sont assemblés, tous les tenants et les aboutissants sont assemblés pour pouvoir accomplir la mission de l'île supérieure, c'est-à-dire l'île qui est au-dessus de Egghead, le Punk Records. Ensuite, on a eu toutes les informations, donc pour moi, il n'y a plus rien à faire, c'est-à-dire les séraphins sont déjà en bas, bon, ils sont toujours enfermés dans leur bulle, on l'a vu dans le précédent chapitre, donc c'est compliqué. Par contre, tout a été utilisé sauf un truc. Les deux trucs qui restent, c'est le robot, mais bon, là, il est en cours, et c'est les bombes, les fameuses bombes qui étaient dans l'usine d'armes de Vegapunk et qui sûrement, potentiellement, une partie est tombée sur la ville basse, quoi, sur la ville basse quand Venujuro a coupé l'île en deux. Donc ça, c'est les deux seules informations qui n'ont pas été complétées, qui ont été données, mais qui pour l'instant ne servent entre guillemets à rien. Et encore, le robot, il sert pas à rien, il a une mission très précise. Donc maintenant, pour le groupe de Luffy qui est sur Point Record, c'est terminé. Il reste plus qu'à tout le monde, y compris Luffy et Dory et Brogy, d'aller vers le navire des géants pour pouvoir partir. C'est tout ce qui reste à faire. Et que le navire puisse partir aussi dans la direction du navire des géants, le navire le Sunny. Donc une fois que ces deux éléments seront rassemblés, on sera déjà en route pour partir. La seule chose qui reste, c'est le Buster Call. Le Buster Call commence à tous se réunir autour du navire des géants. Et c'est là où ça va être compliqué. Parce que si les autres Mugiwara sont pas là pour défendre les deux navires, ça va être compliqué de partir en l'état. Donc ça, on garde ça en tête. Donc ça, c'est les éléments, les pièces du puzzle qui ont été un peu éparpillées partout et qui vont se regrouper à un moment très précis. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, les doyens vont potentiellement tous se rapprocher du robot géant pour essayer de l'atteindre. Parce que pour moi, c'est le dénouement. Il faut qu'il serve à quelque chose. Et en plus de ça, on l'a vu, il est très puissant, le robot géant. Malgré le fait qu'il est là depuis. Qu'il a attaqué Marijoa il y a 200 ans, sûrement que les doyens étaient déjà présents. Il a aucune. Enfin, quand je dis aucune égratignure, il a subi aucun dégât. Personne n'a réussi à l'arrêter, c'est pas moi qui le dis, c'est Vegapunk. Donc, et c'est juste parce qu'il avait plus de batterie qu'il s'est arrêté. Donc quand on comprend ça, on se dit que ça pourrait être exactement la même chose pour le robot géant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, potentiellement, personne n'a la puissance nécessaire pour pouvoir le détruire. Et ça rappellerait un petit peu la technologie ancienne, la technologie suprême
genre des armes antiques, etc., qui sont au-dessus des technologies d'aujourd'hui. Donc quand on comprend ça, on voit que le robot géant va pas être non plus facile à abattre. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il y aura une petite coupure. Vegapunk va pas pouvoir malheureusement finir son message à cause de ça, et ça va se couper en plein cliffhanger en mode, je sais pas moi, la dernière grille, je sais pas moi, le royaume antique se situe et bam, tu vois, tu sais pas la suite ou un truc comme ça, tu vois, en mode où c'est à Raftel qu'il y a, bam, ça se coupe et tu sais pas c'est quoi, tu vois. Ou je sais pas moi, Joey Boy avait un grand allié et c'était bam, mais tu sais pas, tu vois, je peux dire n'importe quoi. En fait, c'est le cliffhanger qui va vraiment nous dégoûter et en même temps être tellement lourd parce qu'en fait on aura juste la moitié d'une information qui pourra être assemblée avec le reste, mais qui malheureusement on peut rien faire pour l'instant. Donc let's go. Je pense avoir bien détaillé la partie. Là on continue parce qu'on est qu'au début de la vidéo et en plus c'était une petite vidéo. Donc c'est parti. Et Séraphin. Celui qu'on aurait tendance à oublier dans l'arc, c'est le géant de fer. Géant de fer en traduction chez nous, mais qu'on pourrait aussi appeler le titan de fer, du japonais Tetsuno Kyojin, qui est apparu au chapitre 1065. Ce titan de fer est une passerelle entre l'ancien monde du siècle oublié et le monde actuel. C'est une preuve qui était d'abord inerte, mais qui est devenue vivante des agissements de ceux qui ont fait le GM. Le titan de fer était inactif un certain temps, car il fallait que les intrigues se mettent en place, que Kizaru se fasse éclater, que le Gorosei intervienne, qu'il se dévoue. Je suis mort. Il a eu besoin de spécifier que Kizaru se fait éclater alors qu'il y a vraiment zéro lien entre tout ça, tu vois. Je suis mort. Mais du coup, je suis grave d'accord avec lui et je le remercie pour la petite information. Il s'appelle Tetsuo no Kyojin, Kyojin qui veut dire titan, en rapport avec la trinité de titan. Je pense que vous avez le lien. Enfin, quand je dis en rapport, c'est pas qu'il y a un lien entre les deux, mais le mot Kyojin est bel et bien le même, donc forcément, ça peut aussi signifier le titan. Et quand il utilise ce mot-là, ça me rappelle étroitement les films de Miyazaki qui ont inspiré énormément le manga, ne serait-ce que Le Château dans le ciel et les poneglyphes, inspiration, Ponyo et l'île sous-marine, les bulles sous-marines, etc. C'est, et plein d'autres. Je pense que j'ai même pas besoin de justifier ça parce que vous le savez déjà. Et pour moi, les titans représentent la vallée du vent de Miyazaki, justement parce que à l'intérieur on avait donc une civilisation ancienne qui était capable de maîtriser des titans, et justement aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui dans le film de Miyazaki La Vallée du Vent, il y a des personnes qui bossent pour l'Empire et essayent de réveiller justement les titans pour combattre des bêtes colossales là, et justement ça a échoué, tu vois, ça a échoué. Donc les titans, on aura vu, il avait une force destructrice monstrueuse, mais c'était qu'un fragment de ce que pouvaient réellement faire les titans ancestraux. Donc voilà, là je pense que le lien avec ça, vous le voyez venir. Je pense que c'est pas la seule inspiration, mais je pense que c'est la première inspiration qui m'est venue quand il a parlé de titans de fer. Donc pour moi c'était intéressant d'en parler. Donc titan les gars, je pense que vous n'êtes pas prêts. Etc. Mais ce titan en dit beaucoup sur qui était réellement Joy Boy et ce qu'incarne Luffy. Car au-delà d'être un libérateur, Joy Boy était en réalité un pacificateur. Romance Down désigne deux œuvres de Eiichiro Oda avant la création de One Piece. Ces œuvres, intitulées Romance Down volume 1 et volume 2, explorent un monde assez similaire. Pendant qu'il était au lycée, il commença à développer un manga sur le thème des pirates. Plus tard, alors qu'il était assistant, il a peaufiné ses concepts initiaux. Ses idées ont finalement évolué pour devenir Romance Down, et par la suite One Piece. Les trois versions étaient publiées dans le Jump, la dernière paraissant exactement un an après la première. Et entre ces publications, il a fait d'importantes modifications à la prémisse et à la trame narrative. La première motivation de Luffy n'est pas devenir un pirate ou devenir le roi des pirates, c'est d'avoir beaucoup d'aventures. Il n'y a aucune mention du trésor de Roger. Luffy est un pacificateur, un terme qui n'apparaît plus dans One Piece, où la plupart des pirates semblent avoir un mélange de l'aventure, de la chasse au trésor et des tendances de pillage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le sens du mot pirate est donc différent du nôtre, car beaucoup de pirates du monde One Piece ne pillent pas. Beaucoup de pirates ont même tendance à faire le bien. Barbe Blanche, surnommé le roi des mers, ne voulait qu'une famille. Il a protégé beaucoup d'îles au cours de sa vie. La terminologie pacificateur... Donc je suis carrément d'accord avec lui, j'ajouterais juste un truc, c'est que quand il dit beaucoup de pirates ne pillent pas, c'est vrai que quand on a la définition telle qu'on la voit et qu'on la pense, dans One Piece, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pirates qui ne pillent pas que dans la vraie vie, par exemple. Par contre, même Barbe Blanche pillait,
il pillait pour son ancien équipage. Donc je sais pas si c'était les Rox dans le flashback qu'on a vu, mais je pense qu'il y a moyen. Et il n'y a pas que ça. Tout l'argent qu'il récupérait, il l'envoyait à son village. Donc c'était pour vous dire que son but c'était quand même un petit peu de piller. Cependant, il ne faisait pas que piller les innocents, même je pense qu'il ne pillait pas du tout les innocents, en tout cas dans la deuxième partie de sa vie, avec, les Rox, je sais pas du tout, mais possible. Mais en tout cas dans la deuxième partie de sa vie, ce qui est sûr et certain, c'est que il pillait pas les innocents, mais potentiellement les pirates. Donc le côté pillage, il a toujours été. Et je voulais aussi ajouter un truc. Il a parlé d'aventure, il a parlé aussi de piraterie entre guillemets, mais moi je rajouterais juste un dernier truc, c'est qu'il y a aussi le mot liberté pacificateur, voilà. Il y a le côté pacificateur parce qu'il veut pacifier le monde, il veut libérer les gens, mais justement, pacifier le monde, ça passe aussi par la liberté, et je pense que c'est un des termes les plus importants dans l'œuvre de One Piece. Du premier Romance Down a été abandonné pour One Piece. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Et dans Romance Down, le terme pacificateur désigne un groupe d'aventuriers en mer. Ils adhèrent à un code moral élevé, visant à protéger les innocents et à maintenir la paix sur les mers. Ils s'opposent activement à ceux qui recherchent à provoquer des conflits et à tirer profit de la guerre. Le concept de pacificateur est assez différent de celui en droit international ou dans les missions de paix contemporaines. On parle de soldats ou de diplomates envoyés pour aider à maintenir ou rétablir la paix dans des régions conflictuelles. Dans le contexte d'Oda, on parle d'aventuriers idéalistes qui naviguent pour faire le bien et combattre l'injustice. Un guerrier peut en être un. Dans beaucoup de contextes culturels et historiques, des guerriers ont joué ce rôle, en intervenant directement pour mettre fin à des conflits ou en utilisant leur réputation et leurs compétences militaires pour négocier la paix ou maintenir une stabilité. Le concept de guerrier qui pacifie peut sembler contradictoire, mais il repose sur l'idée que la force peut être utilisée pour défendre la paix plutôt que pour provoquer des guerres. Dans certaines traditions, comme pour les samouraïs japonais ou les chevaliers européens, les guerriers devaient souvent protéger les faibles et maintenir l'ordre, ce qui implique parfois un rôle de protecteur de la paix. En pratique moderne, des militaires ou d'anciens combattants servent souvent pour des missions de maintien de la paix. Ils utilisent leurs compétences pour prévenir la violence ou faciliter les accords de paix. Nika, le dieu soleil qui apporte l'aube, est un guerrier libérateur. Nika, et donc Joy Boy, est avant tout un pacificateur. Ce terme, qui avait disparu, s'avère être en réalité le terme qui définit le mieux ce qu'est devenu Luffy. Un héros qui pacifie. Et au-delà de ça, une figure divine en tant que nouveau Joy Boy. Il existe souvent une corrélation entre les figures divines et la pacification, dans beaucoup de cultures et de religions à travers le monde. Ces divinités sont fréquemment associées à des idéaux de paix, de justice et d'harmonie. Par exemple, dans l'hindouisme, Shiva et Krinsha sont vus à la fois comme destructeurs du mal et des promoteurs de paix. Dans les religions abrahamiques, des figures comme les prophètes et les anges sont souvent vus comme des messagers de paix, transmettant la volonté divine qui inclut souvent des exhortations à vivre en paix. Ces divinités et figures spirituelles peuvent influencer directement les croyances et les comportements de leurs fidèles, les incitant à agir en pacificateurs. C'est comme ça que Nika est vu dans beaucoup de civilisations et races du monde de One Piece. La légende du dieu soleil est transmise chez les Buccaneers. Buccaneers étant la traduction officielle chez nous. Nika est considéré comme une, voire la, figure divine chez les géants d'Elbaf, comme le disent clairement Dory et Brogy. Il est donc considéré comme le dieu de beaucoup de peuples, et je pense que c'est lié à son rôle de pacificateur et de guerrier libérateur. Un pacificateur ramène la paix, le calme, un guerrier libérateur libère des peuples en combattant. S'il est autant lié au rire, c'est parce qu'il ramène la joie. Les peuples qui ont connu l'esclavage, une fois libérés, peuvent rire. Historiquement, les esclaves étaient soumis à des restrictions sévères de comportement. Cela pouvait inclure des limitations sur le rire ou l'expression de la joie. En termes culturels et historiques, le rire chez les esclaves pouvait également servir de forme de résistance, de survie psychologique et de solidarité. Avoir de la joie et rire, même dans des circonstances extrêmes, peut être vu comme un acte de résilience et d'humanité. La résilience étant la valeur caractérisant la résistance au choc mental. C'est pouvoir surmonter les chocs traumatiques. Le rire est une expression fondamentale de l'humanité, souvent associée à la joie et au bien-être. Pour des personnes réduites à l'état d'objet, le rire peut servir à réaffirmer leur humanité. Voilà pourquoi le père de Kuma riait et dansait, malgré une condition d'esclave. C'est ça, croire en Nika. C'est croire en un jour meilleur. Croire en la vie. Croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Joy Boy est un guerrier qui pacifie, a pacifié beaucoup de peuples du monde. Ceux qui croient en lui le font parce que leurs ancêtres ont été témoins de sa capacité à accomplir ce qu'ils devaient accomplir. Cela concerne entre autres les Buccaneers et les gens d'Elbaf. On sait également que Zunesha connaissait Joy Boy. Zunesha, un éléphant de l'espèce, Ilada et Rula. Joy Boy a sûrement aidé son espèce il y a très longtemps. Et l'histoire n'est pas terminée car maintenant on en revient au titan de fer. On ne connaît pas ses origines, mais on connaît quelque chose d'important. Il est doté de paroles et d'une conscience. Ce n'est pas juste un robot.
il a des émotions, il s'excuse, il a des regrets, des remords. Je suis désolé, Joy Boy. S'excuser implique des éléments importants. Je suis archi content parce que déjà tout ce qu'il a dit pour le côté pacificateur et libération des peuples, ça je suis archi d'accord. Cependant, si je suis content, c'est pas pour ça, c'est pour le côté, il a bien cramé, il a bien compris que le robot avait des sentiments et qu'il avait justement des regrets. Ça, je vous l'avais dit il y a pas très longtemps, donc content d'être d'accord avec lui sur ce point-là. Et justement, ça justifie le fait que le robot n'est pas juste quelqu'un qui exécute des ordres machinalement, tel un robot, tel une invention, tel tout ce qu'on a par exemple dans le domaine de l'industrie. Là, on a vraiment quelqu'un capable de réfléchir, avoir des regrets, penser à quelqu'un, etc. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, c'est que le robot pourrait être euh, Vegapunk, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Vegapunk. Enfin, c'est pas Vegapunk qu'on a vu, c'est plutôt le robot. Il s'est dirigé vers l'usine là où se trouvait le diffus escargophone. Et même si les autres Vegapunk n'étaient pas au courant, c'est-à-dire qu'il n'y a que Vegapunk qui pouvait savoir. Donc potentiellement, Vegapunk est dans le robot actuellement. Donc c'est une des possibilités. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais la première apparition de Vegapunk, mais en version Stella, Vegapunk était coincé dans le robot, tu vois. Et c'est Luffy qui l'a aidé à le décoincer en lui tirant sur la main. Donc, pour moi, tout ça a du sens, tout ça a une explication, et potentiellement, tout ça s'expliquera peut-être par ça, peut-être c'est un foreshadowing total. Donc j'espère qu'on aura une réponse à tout ça. Donc let's go, on continue les gars. À la fois sur le plan émotionnel et social. La reconnaissance d'une faute ou d'une erreur. En s'excusant, on prend la responsabilité de ses actions et de leurs conséquences. Cela montre une prise de conscience. S'excuser peut impliquer du courage et de l'humilité. Sauf que les concepts de courage et d'humilité sont profondément humains. On parle d'expériences émotionnelles et des choix de conscience, qui sont liés à notre conscience et à notre faculté de ressentir des émotions. Les robots ne sont pas censés avoir de conscience ou d'émotions propres. Ils fonctionnent selon des algorithmes et des programmations prédéfinies par des humains. Pour un robot, on ne parle pas de peur ou de courage. L'humilité implique une conscience de ses propres limitations et une ouverture à apprendre des autres. Un robot n'a pas de conscience de soi. Il n'a pas de qualité émotionnelle. Les comportements des robots peuvent être conçus pour simuler ces qualités, mais on parle de simulation basée sur des règles. On n'a pas de véritable expérience ou de choix personnel. La différence principale entre un robot et un cyborg réside dans leur composition et leur fonction. Un robot est entièrement construit de composants artificiels et mécaniques. Ils sont programmés pour effectuer des tâches spécifiques. Ils fonctionnent sans composantes biologiques. Un cyborg est quant à lui une entité qui est un mélange d'éléments biologiques et mécaniques artificiels. Un cyborg est une fusion entre le biologique et le technologique. Comme le titan a une conscience, alors ce n'est pas un robot, mais un cyborg. La conscience implique une expérience subjective, la faculté à avoir des émotions, une compréhension de soi, pouvoir faire des choix autonomes basés sur des expériences internes. Les séraphins sont des êtres biologiquement modifiés qui ressemblent à des cyborgs plus qu'à des robots. On parle de clones améliorés avec de la technologie. C'est la parfaite combinaison de science, combattants humains et fruits du démon. Pour les séraphins, on parle de cybernétique et de biotechnologie. Ils ont donc de grandes compétences physiques, des compétences au combat surhumaines, mais également des caractéristiques biologiques sous-jacentes. On parle d'éléments biologiques à travers le clonage et des améliorations technologiques, avec en plus des pouvoirs de fruits du démon. Les séraphins illustrent bien l'intersection entre la biologie et la technologie, typique des cyborgs, ce qui est également le cas du titan de fer, qui a une conscience qui fait de lui un cyborg et pas un robot. Il a sûrement été créé, lui et ses semblables, par le plus grand scientifique de l'époque, à l'instar des séraphins qui ont été créés par le plus grand scientifique de l'époque actuelle. Alors, pour le côté cyborg, c'est vrai que moi, par exemple, on l'a appris de façon dans le flashback de Kuma, tous les Kuma qu'on connaît aujourd'hui sont des cyborgs et non des robots. Cependant, on a éteint, entre guillemets, leur capacité de penser, leur capacité de réfléchir, leur conscience tout simplement. Du coup, ça en fait des cyborgs mais robotisés, on va dire ça comme ça. Kuma, lui, c'était le seul qui avait sa propre conscience et qui avait du coup ses capacités propres à lui-même. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, malgré le fait qu'il n'ait plus de conscience, il lui restait quand même quelque chose qui faisait en sorte pas de sauver, mais plutôt d'aider sa fille, de protéger sa fille, etc., etc., etc. Donc quand on comprend ça, on se dit qu'il y a une différence, par exemple, entre un Kuma pacifista et le vrai Kuma.
Ils partagent peut-être le même ADN et même le même corps, entre guillemets, mais ils partagent pas les mêmes souvenirs. Et du coup, c'est ça qui fait de Kuma un être unique et des pacifistas uniques à leur manière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a les séraphins. Les séraphins, c'est exact, surtout que là, ils sont enfants. Donc là aussi, faut comprendre. Les séraphins sont des clones, à l'instar de Stussy ou même de Kuma, qui ont été modifiés pour être améliorés. On a des améliorations mécaniques, physiques, et on a aussi des améliorations au niveau de l'ADN. C'est-à-dire on leur a donné de l'ADN, par exemple, de Lunaria, on leur a donné de l'ADN de plein de personnes, justement, pour créer des armes ultra puissantes. Cependant, en leur donnant de l'ADN et un cerveau et un libre arbitre pardon, qui peut aussi être activé et désactivé. Donc ça aussi, ça joue dans le côté cyborg et le côté robotisé. En gros, ça fait d'eux des cyborgs réels, exactement comme les pacifistas qui peuvent être éteints à tout moment grâce à un ordre très précis. Et quand on leur donne un ordre, ils vont rien faire jusqu'à ce qu'ils aient exécuté leur ordre, à moins qu'on leur donne un autre ordre d'annuler. Donc voilà, ça c'est pour les séraphins. Ensuite, pour le robot géant, là je pense qu'on est un cran au-dessus. Je pense personnellement qu'on est un cran au-dessus. Les robots géants, ça peut être tout à fait être un cyborg, mais la tête du cyborg, gros, on n'a jamais vu ça. Et ça pourrait être aussi une IA, tout simplement. Pourquoi? Parce que le cran d'au-dessus, c'est ça. C'est les IA, intégrer une IA dans un corps robotique pour en faire une entité à part entière pardon, et quelque chose d'humain, entre guillemets. Effectivement, le lien avec les émotions, qui ressemble à des émotions humaines, pourrait être quelque chose de similaire à ce qu'on voit avec le robot et la manière de penser. Cependant, une IA, pour moi, peut ressentir des émotions qui pourraient être complètement différentes, mais aussi, dans certains cas, identiques à celles des humains. Donc, ça m'étonnerait pas qu'une IA soit capable d'avoir la même notion d'émotion, on va dire, qu'un humain, tout simplement. Donc, le robot géant pourrait autant être un cyborg qu'une IA. Pour moi, il n'y a pas que le côté cyborg forcément, tu vois. Il y a quand même une éventualité pour que ce soit l'IA, sachant qu'on est dans le siècle oublié, qu'on est capable de faire bien mieux en termes de technologie qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui dans le monde de One Piece. Donc, à voir. À voir, je pense que les deux à prendre en Le compte. rôle